Article du 21 mars 2011 sur Infowars d'Eric Blair, ça doit être un pseudonyme. Obama commence une nouvelle guerre illégale et Rangel demande la levée en masse. Alors, je traduis. Quel toupet, quelle hubris, quelle hypocrisie, qu'est-il arrivé à l'Amérique? Encore une fois, l'Amérique a attaqué de façon préemptive une nation souveraine qui ne posait aucune menace et sans déclaration de guerre de la part du Congrès. Apparemment, le président demande maintenant la permission à l'ONU pour dépenser l'argent des impôts américains, pour faire des guerres injustifiées et commettre des meurtres. Car n'appelle-t-on pas meurtre quand la mort est donnée hors les cas d'autodéfense? Le prix Nobel de la paix Obama a lancé sa libération du bon peuple de Libye avec sa propre campagne de choc et effroi, de façon appropriée pour le 8e anniversaire de l'invasion illégale de l'Irak par George Bush. Cette intervention tyrannique atteint un tel niveau d'hubris que tout ce qui restait de l'esprit américain est fini. L'Amérique était officiellement la nation la plus meurtrière, antidémocratique et terroriste au monde. Le même jour, Charlie Rangel, c'est un des députés de l'État de New York, a réintroduit une proposition de loi pour le service national. Rangel a souligné dans son annonce que le gouvernement avait menti pour nous faire entrer en guerre en Irak, résultant sur la mort de plus de 4400 soldats et 32 000 blessés. Il prétend que c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une levée en masse. Donc c'est un raisonnement sophistiqué et cynique. Avec le faux prétexte des armes de destruction massive et l'implication dans le 11 septembre, la guerre injustifiée en Irak a coûté à notre nation non seulement 800 milliards de dollars, mais aussi la vie à 4400 soldats. C'est à cause de ces statistiques dévastatrices et le devoir qu'a la nation de partager sa responsabilité que j'ai réintroduit la loi sur le service national universel. On ne peut pas inventer un truc pareil. Alors notre gouvernement nous ment pour nous jeter dans la guerre, pour une question de profit et de pétrole. Il jette la jeunesse courageuse dans des combats contre des nations pauvres, des pays qui même en rêve ne pourraient menacer l'Amérique. Tout ça pour payer sur le dos des contribuables les intérêts dus aux banques et à la Chine. Et maintenant, vous voulez forcer tous nos enfants à participer à ce délire. Rangel continue. Actuellement, le fardeau de la défense de notre nation est assuré par un segment de plus en plus faible de notre population. Seulement 1% de la population fait ce sacrifice. Beaucoup trop sont contraints à faire des rotations, parfois jusqu'à 6 déploiements. Et cette exposition répétée au combat fait que 25% des personnels d'active souffrent de PTSD, c'est le syndrome de stress post-traumatique, et ils sont rangés dans la police quand ils reviennent du front. C'est pourquoi le taux de suicide de l'armée de terre est bien plus élevé que dans la population civile, celui du corps des marines est encore plus élevé. Bon sang, ce Rangel est un vendeur de premier choix. Qui pourrait résister à l'idée de forcer des jeunes à faire des rotations et d'avoir un quart de chance d'être détruits par le PTSD? Ou de les rendre si misérables qu'ils en viennent à penser que le suicide est une meilleure solution pour éviter de tuer des bronzés au nom du pétrole et de leurs politiciens véreux, tout en ruinant le pays et leur ville d'origine. Le point de vue de Rangel, selon lequel une levée en masse atténuerait ce problème, est irréfléchi. Parce qu'il précise la chose suivante, c'est qu'une levée en masse ne signifie pas que tout le monde appelé au service sera obligé de servir dans les forces armées. Alors quelle personne saine d'esprit choisirait les forces armées dans ce climat impérial corrompu si on lui donne le choix? Bien sûr, les gauchistes aimeraient à penser que la levée en masse découragerait la guerre parce que les gens seraient plus attentifs aux guerres et s'y opposeraient. Mais il faut vous réveiller, le Congrès n'intervient même plus pour voter les guerres. Le fait même que les décideurs se soucient de l'avis du peuple est risible. À ce niveau, il semble que la seule chose qui puisse stopper les conquistadors, c'est que les soldats refusent en masse de se battre. Eux et eux seuls ont le pouvoir d'arrêter cette folie. Comme le disait Albert Einstein, rien n'arrêtera la guerre, sauf si les gens refusent d'aller à la guerre. Article du 24 mars 2011 de Steve Watson. Les radiations de Fukushima se répandent à de plus en plus d'États américains. Les radiations en provenance du désastre qui se poursuit au Japon se répandent aux États-Unis. Alors que l'EPA, c'est l'Agence de protection de l'environnement, dit que les niveaux ne sont pas dangereux, tout en admettant que certains de ces détecteurs ne fonctionnent pas. Donc le Colorado et l'Oregon sont les derniers États à signaler la détection de particules radioactives qui ont traversé le nord de l'océan Pacifique depuis la centrale nucléaire de Fukushima située à environ 8000 km de là. L'EPA a avoué mercredi que de faibles niveaux d'iode 131, une forme radioactive de l'iode,
ont été détectés à Grand Junction, à Denver et Colorado Springs. De l'iode 131 a également été trouvé à Portland, Oregon. Donc les États d'Hawaï, de Californie et de Washington, donc Washington sur la côte pacifique, pas la capitale, avaient déjà rapporté avoir détecté de faibles niveaux d'iode radioactive, de césium et de tellurium. 3 centres de contrôle de l'air en Californie, à San Francisco, Riverside et Anaheim, de même qu'à Seattle c'est dans l'État de Washington, ont identifié des isotopes et des particules radioactives. Les responsables de l'EPA, de même que ceux des services sanitaires locaux, ont récusé l'idée qu'il y ait un quelconque danger. Alors je cite Gail Shibley, administratrice du bureau de l'Oregon pour la santé publique environnementale. Nos relevés sont conformes à ceux de l'État de Washington et de la Californie. Il n'y a pas de risque pour la santé. Selon Mike Bardrowski, directeur du programme radiologique de l'EPA à San Francisco, je cite, les niveaux que nous mesurons sont extrêmement bas. Les radiations ne sont qu'une fraction de la radiation ambiante, les gens ne devraient pas s'inquiéter. Les niveaux de radiation sont des centaines de milliers, voire des millions de fois en dessous du niveau d'inquiétude. Toutefois, plus tôt dans la semaine, l'EPA a néanmoins avoué que certains des détecteurs utilisés pour relever la radioactivité sont en cours d'évaluation qualitative. Sur les 124 détecteurs statiques dans le pays, 22 ont été décrits comme hors service. Selon Ronald Frass, directeur du laboratoire national sur l'air et les radiations à Montgomery, Alabama, sur un total de 18 détecteurs sur la côte ouest, la zone la plus à risque, l'EPA dit que 8 des détecteurs sont hors service. Les autorités, même le président lui-même, ont d'abord prétendu que toute radiation en provenance de la centrale sinistrée se dissiperait complètement et ne nous atteindrait pas. Ces prédictions se sont avérées complètement fausses puisque le territoire continental américain a été recouvert de particules radioactives xénon 133 et césium 137. Les autorités sanitaires sont passées d'une attitude où elles disaient qu'il ne fallait pas s'inquiéter jusqu'à décourager activement la prise d'iodure de potassium. Pratiquement tous les articles parlant de la détection de radiation au sein des États-Unis mentionnent la déclaration suivante de l'EPA. En journée moyenne, les Américains reçoivent des doses de radiation de sources naturelles comme les rochers, les briques ou le soleil, environ 100 000 fois plus élevées que ce que nous avons détecté en provenance du Japon. Par exemple, les niveaux que nous voyons en provenance du Japon sont 100 000 fois moins élevés que ce que vous pouvez avoir en faisant le tour du monde en avion. Plus tôt cette semaine, l'auteur Hirose Takashi a pu dire à quel point cette déclaration était débile. Autour de Fukushima, Daiichi, ils ont mesuré 400 millisieverts par heure. Avec cette mesure, la secrétaire de cabinet Edano a admis pour la première fois qu'il y avait un danger pour la santé, sans expliquer vraiment ce que ça signifiait. Tous les médias d'information sont en cause ici, car ils disent des choses stupides, comme pourquoi nous sommes exposés à des radiations tout le temps dans notre vie quotidienne, et nous recevons des radiations de l'espace, mais ils ne disent pas que ça représente 1 millisievert par an. Une année de 365 jours, cela fait 8760 heures, multipliez les 400 millisieverts par cela, vous obtenez 3 500 000 fois la dose normale. Et vous dites que c'est sans danger ? Voilà, alors que le gouvernement japonais continue à cacher délibérément la sévérité de la situation, le gouvernement américain dit littéralement aux Américains qu'ils encourent plus de risques avec les pierres pour les soins de la peau que de respirer les retombées nucléaires. Voilà. Alors voilà, fin de l'article. Voilà, donc il semble que la situation soit hors de contrôle au Japon, qui devrait souffrir longtemps de ce désastre. Toutefois, il faut garder un certain recul car les effets de la radioactivité ne sont pas toujours connus sur le long terme. Et c'est un mécanisme extrêmement complexe. Si on peut voir aujourd'hui que Tchernobyl n'est plus vraiment inhabitable, que certaines espèces animales et végétales ont résisté ou se sont adaptées. Par contre, ce que je constate, c'est qu'avavec la grippe A, H1N1, le système nous disait que des millions, voire des milliards de personnes mourraient
s'il ne se faisait pas vacciner. Et la baudruche s'est totalement dégonflée. Ici, nous pouvons constater l'inverse, c'est que le système s'évertue à dire que les radiations de Fukushima sont minimes et sans danger. Donc c'est à vous de voir si vous voulez y croire ou pas.